Nicolas Stocker, à ma droite, président du RPF, Rassemblement pour la France, et candidat à l'élection présidentielle déclarée depuis quelques semaines. Donc on ne présente plus puisque le retentissement médiatique est tel. Exactement. D'ailleurs la presse est présente aujourd'hui. On ne va pas en rajouter. Non, mais n'en rajoutons pas. Alors, Guy Mière. Guy Mière n'est pas là, donc je vais passer la parole à Nicolas Stocker, président du RPF. Et seul candidat à la présidentielle acceptable, à ma connaissance. Pour le moment. Pour le moment. Après tout, certaines personnes vont bien réfléchir. As-tu une déclaration à faire? C'est le moment. Je suis prêt à soutenir tout ce qui veut. Bon. Alors, Nicolas Stocker. Alors, rappelle-moi le sujet. Parce qu'il a changé, le sujet. Comment rétablir la démocratie? Le sujet a changé au moins à 2 reprises. Dans un premier temps, ça devait être comment faire gagner les patriotes. Ce qui était, étant donné que nous avions des invités étrangers, qui eux avaient réussi dans leurs pays respectifs à s'imposer, ce qui n'est pas notre cas à nous en France. On connaît les difficultés, à moins de verser dans le plus absolu populisme, réussir à s'imposer. Donc, on avait pensé à cette idée sur un colloque, comment faire gagner les patriotes, et s'inspirer de l'expérience de nos glorieux partis frères, de tous ceux qui... et s'inspirer aussi de la manière dont ils ont réussi à accéder aujourd'hui au pouvoir, ou en tout cas à une position de pouvoir. Dans un deuxième temps, on avait choisi la voix des peuples, ce qui est tout à fait intéressant. Comment faire entendre la voix des peuples? La voix avec un E. Non, la voix avec un X. Oui. C'était la voix avec un X. En disant si, d'ailleurs, vous avez refusé à l'époque la salle, on se serait tous bâillonnés. Voilà, on nous empêche de parler. Or, c'est un peu ce qui arrive. Finalement, il y a 36 000 manières d'empêcher les gens de s'exprimer. De faire en sorte qu'un savoir ne soit pas socialement reconnu. Mais on va revenir sur ce point-là. Mais bon, puisque l'exercice de style s'exprimer sur comment rétablir la démocratie, faudra-t-il s'intéresser d'abord à comment elle s'est établie, cette démocratie. Alors, vous avez la matrice grecque, dont parlait Roland Hureau, qui est mise à mal aujourd'hui. C'était déjà pas si évident que ça pour des Grecs de faire une démocratie. Ça ne coule pas de source. Une démocratie chez les Grecs, c'était de tout petits ensembles. Vous y retiriez les femmes, vous y retiriez les esclaves, et vous arriviez... Et les métèques, donc Socrate. Et vous arriviez à un tout petit ensemble. Alors ce petit ensemble, on le mettait en cercle. L'espace central était vide. Et puis chacun venait exprimer sa parole, une parole qui là était en effet socialement reconnue, au centre de ce cercle, les uns après les autres. Et l'espace central se devait absolument de rester vide. Mais enfin, ce n'est pas de cette démocratie-là dont on va parler. On pourrait, et Oscar nous parlera de la Suisse, espace plus restreint, régional, fédéral, qui permet éventuellement d'arriver ou de revenir à ce type de démocratie. Mais l'enjeu auquel nous sommes confrontés, que ce soit au niveau de la nation française et plus encore au niveau de l'Europe, est tout à fait différent. C'est donc de démocratie moderne et de savoir comment s'est établie la démocratie moderne, et en particulier en France. Et on a mis un espace vide aussi, en France, c'était place de la Concorde, un 21 janvier 1793. On y a mis au centre de cet espace vide un échafaud. Cet échafaud, on l'a peint en rouge. Et on y a fait la décapitation du roi. C'est-à-dire que l'ensemble institutionnel qui porte le message socialement reconnu, dès l'origine, on lui a tranché la tête. Un chef, c'est une tête, et la tête du roi, on l'a tranchée. Ouvrant là une béance qui s'appelle la démocratie moderne. Comment cette béance, on a tout de suite mis un voile dessus? Ça s'appelle la Déclaration des droits.
C'est-à-dire que la démocratie moderne se fonde, s'établit sur une déclaration. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La première constitution qu'elle aurait dû normalement accoucher cette déclaration des droits, c'est la constitution de l'an 1, qui établissait une souveraineté entièrement populaire. Non pas la souveraineté nationale, non pas une souveraineté de représentation avec des institutions, mais une souveraineté populaire. C'est-à-dire, en quelque sorte, on invitait l'ensemble du peuple sur cet espace central. Le peuple. Quand on entend aujourd'hui les uns et les autres, dans cette élection présidentielle, parler du peuple, on n'a jamais, je ne sais pas si vous avez remarqué, autant parlé du peuple qu'aujourd'hui. De l'extrême droite à l'extrême gauche, c'est place au peuple. Le peuple, le peuple, le peuple. Le peuple qui n'est plus aujourd'hui qu'une incantation. On invoque le peuple comme on appelle les esprits, comme on voudrait faire tourner les tables. Mais de peuple, je ne sais pas vous, mais moi le peuple, je ne l'ai jamais croisé dans la rue, comme l'État. Donc, il faut trouver un support aujourd'hui pour que la parole officielle puisse s'exprimer. Alors, en effet, Serge Schneider-Busch a raison, pour l'expression de cette parole, moi j'appelle ça non pas une... pour moi ça n'a pas deux têtes, ça en a trois, c'est une hydre à trois têtes. C'est un peu aussi les trois cercles borroméens. Il y a le pouvoir réel, c'est l'administration, c'est vrai, l'administration c'est le pouvoir réel. Le pouvoir symbolique, le pouvoir des élus. Puis le pouvoir de l'imaginaire quand même. Ce sont les médias. Les médias qui viennent supporter cette parole officielle. Alors depuis que je me suis investi en politique, et quand je vois à quel train d'enfer nous allons, il me revient toujours, est-ce un reliquat de mon enfance, je ne sais pas, un vieux conte, le conte d'Andersen sur les habits neufs de l'empereur, dont on a fait des thèses en philosophie tout à fait magnifiques. Rapidement, vous avez un roi qui, la proie de filou, se fait vulgairement arnaquer. Toute comparaison avec la réalité d'aujourd'hui, évidemment, est à proscrire, évidemment. Et puis, c'est un habit qui est tellement beau, tellement transparent, qu'il est en fait, il n'y a rien. Et on lui dit, ben maintenant, allez vous balader dans la rue. Il se balade dans la rue. Tout le monde voit, tout le monde est censé voir qu'il est nu. Oui, mais voilà, il se balade et personne ne dit rien. Jusqu'à ce qu'il y ait cette voix, cette petite voix enfantine, qui dit le roi est nu. Et là, chacun de dire oui, le roi est nu, le roi est nu, le roi est nu. C'est un peu ce que Roland disait en disant quand le système s'effondre, il s'effondre d'un coup. Parce que qui n'était pas au courant, finalement, que le roi était nu? Celui dont on dit c'est le grand autre. Le grand autre, c'est l'institution. C'est celui qui va sanctionner, par un pouvoir qui est le pouvoir de la taxinomie, il va sanctionner, il va dire c'est ça. Ça, c'est le savoir, ce savoir est reconnu, il existe, il est comme ça, il n'est pas autrement. Alors la régulation du pouvoir en démocratie me paraît essentielle. Quand on voit aujourd'hui, dans les milieux souverainistes, depuis plus de 20 ans, nous avions averti tout le monde de ce qui allait arriver, de ce que serait la monnaie unique. Oui, mais pendant 20 ans, ceci n'a pas été reconnu. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'avais trouvé extraordinaire, c'était en 2008, sur Canal+. Il y a des millions de personnes qui devaient assister à cette émission. Et puis on interviewait un prix Nobel d'économie américain. Vous aviez en face de lui Patrick Poivre d'Arvor. Et on était en pleine crise des subprimes, 2008, la crise financière. Et Darvor dit à un moment donné, mais de toute façon, personne ne l'avait prévu, cette crise. Oui, j'imagine tous ces économistes de talent que compte notre camp souverainiste, gaulliste, de conviction,
qui, s'il a regardé cette émission, avec en face de lui la lucarne, a voulu peut-être lever le doigt un peu comme cet enfant en disant « mais moi je l'avais dit, je l'avais prédit ». Mais ça, personne ne l'entendra jamais, jusqu'au jour où éventuellement, en effet, un oligarque trouverait intéressant de l'admettre et de le reconnaître, ce qui n'est pas évident. Mais voyez comme pendant 20 ans, tout ce qui aurait pu être évité si, et c'est ça le fondement de la démocratie moderne, l'information avait pu circuler librement, de façon contradictoire, et non, comme c'est le cas aujourd'hui, toujours prise par les mêmes, avec des médias qui sont dominés en effet par un certain nombre de grands groupes oligarques. Comment M. Colombani, dont nous parlait Serge Federbusch, qui est devenu président d'un journal que l'on dit de référence, qui est en fait un journal de révérence, comme l'a dit le regretté Philippe Muret. Révérence au pouvoir, révérence à quel pouvoir? Finalement, le monde fait une révérence à quel pouvoir? Bilderberg? Non. Aux grands médias. Aujourd'hui, les médias écrits, alors certes, il faut diviser, certes, la guerre nous impliquera qu'il faut cibler, probablement à l'avenir, ceux que nous chercherons à dénoncer. Mais néanmoins, la révérence, elle se fait là où c'est rétracté, finalement, le pouvoir de dicter ce qui est socialement reconnu et ce qui ne l'est pas. Et c'est le média télévisuel. Alors je vous passerai les outrances de la boîte à con, de TF1, de LCI, et de ses émanations, jusqu'à Internet. Alors, c'est vrai que, en général, la course-poursuite entre le brigand et le policier est telle que le brigand a toujours un coup d'avance. C'est ce qu'on espère toujours. C'est-à-dire que l'Internet est venu, normalement, compenser le bouclage, le verrouillage des médias officiels. C'était l'idée. Et ce n'est pas faux quand on voit qu'en effet, que ce soit l'Internet, que ce soit les sites sociaux, c'est Facebook qui a fait tomber un certain nombre de dictatures sur le pourtour méditerranéen. Et on se prend à rêver, et on se dit qu'après tout, en 2005, Internet n'a pas été pour rien dans le non à 55%. Il en est de même, on en discutait encore hier soir, et Oscar pourra le dire, que sans Internet, la votation sur les minarets n'aurait peut-être pas obtenu le résultat qu'il a été. Néanmoins, en effet, l'oligarchie a parfaitement perçu la menace et le danger. Alors, ils ont deux manières aujourd'hui d'essayer d'éviter que justement la situation leur échappe. La première, c'est un certain nombre de lois dont on a parlé, de régulation, Hadopi, l'ACTA, à l'échelle mondiale. Alors c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait c'est pour protéger la propriété intellectuelle. Vous savez, à l'origine c'est ça, on essaie de faire comprendre aux gens, ça va permettre, ces lois, à Johnny Hallyday, de gagner encore plus d'argent, qu'il pourra dépenser bien sûr ailleurs qu'en France, puisqu'il n'est pas fiscalisé en France. Donc on essaie de faire croire ça, alors qu'en réalité ce sont des lois liberticides dont l'objectif n'est pas du tout de protéger la propriété intellectuelle, de protéger contre les plagiaires, bien au contraire d'ailleurs, puisque les plagiaires, si vous avez remarqué, mais vous pouvez plagier, quand vous avez la maîtrise du pouvoir, vous pouvez plagier qui vous voulez. Quand vous avez tout le pouvoir, et vous êtes sûr que ce pouvoir un jour ne vous échappera pas, et qu'on ne vous dénoncera pas. Puisque de toute façon la personne est réduite au silence. D'ailleurs, c'est ce que font, quand vous regardez bien, tous les grands hommes politiques. C'est extraordinaire de voir des grands hommes politiques dont l'acte premier est de faire travailler en permanence des nègres. Regardez Guénaud avec Sarkozy. Nous défendre justement la propriété intellectuelle, qu'ils bafouent tous les jours dans leur discours. Donc ça, c'est pour le plagiat. Et puis, il y a une autre manière aussi d'essayer d'infiltrer l'Internet. C'est utiliser des trusts, mettre beaucoup d'argent, et puis lancer des systèmes d'information sur Internet. Alors c'est comme ça c'est là-dessus que je conclurai un petit peu mon propos.
vous avez aujourd'hui, alors au RPF, nous avons un certain nombre d'années d'existence, et on a croisé un monsieur en Normandie ces dernières années, qui a monté depuis peu un site internet d'information qui s'appelle atlantico.fr. Ce monsieur, avant de faire de l'information, il était le PDG d'une société qui s'appelait Poweo. Poweo, c'est une société avec des capitaux australiens, qui a profité du marché de la dérégulation du marché de l'énergie à partir de 2006. Donc c'est une boîte totalement vide qui est là pour faire de l'argent, qui avait en France le culot d'avoir appelé une de ses filiales Gaz de Normandie. Ce dont on peut être sûr, c'est que c'est tout sauf du gaz de Normandie. Et ils ont obtenu, par miracle, un marché d'intérêt public. Il faut savoir que Poweo, avant d'obtenir ce marché d'intérêt public, était coté en bourse, était en chute libre. Ça ne valait rien. Et puis du jour où ce marché d'intérêt public a été obtenu, par donc M. Charles Becbédé, eh bien les actions ont monté en flèche, vous imaginez bien, c'est un marché de plusieurs milliards d'euros. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Vous imaginez bien la première chose qu'il a fait, il a vendu ses actions. L'objectif n'a jamais été... Alors évidemment, on avait monté avec le RPF, nous avions un certain nombre de soutiens politiques, et des élus furieux que l'on installe sur les côtes d'Albâtre, tout près d'Étretat, un méthanier d'ancienne génération, non pas offshoreisé comme ça existe aux États-Unis, mais un vieux méthanier sur une vieille logistique qui avait fait ses preuves en Algérie. 20 ans avant, il y avait eu une explosion qui avait rasé une ville entière. On n'avait évidemment pas choisi le constructeur français, ben c'est normal, puisque c'est l'Europe, c'est bien, c'est la dérégulation du marché. Donc on avait pris des Autrichiens avec des capitaux australiens. Donc le collectif des maires furieux, c'est bien naturel, se disent ben, c'est grâce à nous si finalement ils sont partis, puisqu'il n'y a pas de gazoduc, il n'y a pas de méthanier. Hein. C'était une blague. C'est une blague. C'est une blague qui a quand même permis à M. Becbédé de gagner des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Entre le moment où cette société ne valait rien et le moment où cette société avait un marché d'intérêt public. Alors comment a-t-il dispensé ensuite cet argent? On ne sait pas trop. Il a racheté, semble-t-il, en Europe de l'Est, il paraît qu'il a acheté des kilomètres, des hectares, des milliards d'hectares, des milliers d'hectares pour faire, je crois, dans le biocarburant. Il s'est reconverti dans le biocarburant après avoir essayé de faire un gazoduc. C'est fabuleux. Moi, j'avais noté à l'époque, ça n'avait évidemment pas été relevé comme le reste, j'avais été surpris, je m'étais posé la question, j'avais levé un doigt moi aussi à un moment donné, je dis mais M. Becbédé, il n'est pas... c'est un membre de la majorité présidentielle, il est même membre du Parti radical. Et puis au ministère du Développement durable, qui a attribué le marché, mais c'est son président qui est ministre. C'est M. Jean-Louis Borloo. Enfin, en tout cas, voilà que M. Becbédé, qui a déjà craqué 1 million d'euros, c'est ça? Dans ta dernière enquête, c'est ce que tu disais, ils font un appel de fonds à plusieurs millions d'euros pour continuer à faire la même chose que ce qu'ils font. Alors qu'est-ce qu'ils font? Je crois que l'amorce, ça a été que ce fut les premiers à avoir envoyé l'information sur DSK, c'est bien ça? Ils l'ont largement relayé. Ou l'avoir largement relayé. Donc ça, c'est une amorce d'une information tout à fait vraie. Et puis, éventuellement, de temps en temps, ce sont des organisations qui aiment tellement bien leur métier de journaliste et d'investigation, sont des sortes de petites structures, d'officines cafardeuses, vous savez, qui dénoncent les gens, qui fait monter... Parce que, en fait, on s'est rendu compte de quelque chose. Quand on veut dénoncer quelqu'un, quand on veut finalement... je me rappelle François Mitterrand, au moment du suicide de son ami Pierre Bérégovoy, avait dit « on a lâché mon ami au chien ». La lapidation commence toujours par la première pierre. Vous savez bien que celui qui se croit sans péché lui jette la première pierre. La grande référence évangélique. Eh bien,
Quand on a un système sur Internet comme ça, Internet c'est obligatoirement des hackers, c'est obligatoirement des gens qui sont uniquement là pour faire de l'information et pas de l'information officielle, on leur lance une information qui va être relayée par un effet de miroir extraordinaire. Et on va assister à des lapidations politiques de personnes qui, après avoir eu l'heure de plaire au pouvoir, ne plaisent plus au pouvoir. Voilà. Donc moi je demanderai à cette assistance de méditer là-dessus, sur cet effet miroir. C'est ma conclusion. On n'est pas dans la galerie des glaces, du roi Louis XIV, ici nous sommes dans la salle du Louvre. Vous voyez comme les médias ont déserté cette pièce. Et pourtant, il me semble que l'affiche était belle. Nous avons des représentants issus de pays étrangers qui ont réussi et qui ont gagné dans leur pays. Nous avons un représentant illustre du souverainisme qui a dit avant tout le monde, 20 ans avant tout le monde, je cite Roland Huros, ce qui allait se passer. Puis aujourd'hui, il n'y a pas de médias. Alors, comment réaliser, comment rééditer demain le coup du grand-duc, c'est-à-dire dire le roi est nu? Non, nous ne sommes pas au bord du gouffre, nous sommes tombés au fond du gouffre. Nous ne sommes pas au bord de la ruine, nous sommes ruinés. Le dire et pouvoir en faire un savoir socialement reconnu, c'est toute la gageure de l'œuvre à entreprendre. Jean, voilà. Voilà ce que je voulais dire.